Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, je viens vous faire cette capsule pour répondre à un certain nombre de questions que vous avez dû poster sur la page Facebook du Matin Emploi. Je suis Sana Esqat, je suis hypno-coach en développement personnel et professionnel. Je suis également consultante en ressources humaines et communication. Alors, la peur est une émotion tout à fait naturelle, elle est indispensable et si elle ne s'exprime pas, elle s'imprime dans notre corps. Et quand est-ce qu'elle persiste? Elle persiste lorsqu'elle est alimentée par des pensées. Ce qu'on pense construit notre avenir. Et si on n'est pas dans des pensées positives, et si on n'est que dans des pensées négatives par rapport à ce qu'on a perdu, parce que on risque de vivre quelque chose de méchant, c'est normal qu'on ressente un malaise. Le sentiment d'abandon est un sentiment qui est souvent lié à notre enfant intérieur. Ce n'est pas l'adulte en nous qui est en train de souffrir, c'est plutôt l'enfant intérieur qui a dû souffrir à un moment de sa vie d'une blessure pour diverses raisons. C'est pas le plus important de connaître les raisons. Le plus important, c'est savoir comment apaiser ce sentiment. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une technique d'accompagnement qui se fait par les professionnels en cabinet, mais que vous pouvez expérimenter vous-même. Il s'agit tout simplement de rentrer en contact avec votre enfant intérieur, lui parler. Peut-être prendre un coussin ou un peluche et imaginer qu'il est en face de vous. Lui dire que vous le reconnaissez, que vous reconnaissez sa douleur, que vous reconnaissez sa souffrance et que vous comprenez qu'il a mal et que désormais, vous allez veiller sur lui et prendre soin de lui et qu'il ne risque rien parce qu'il n'est plus seul. À chaque fois que vous avez ces sensations de vide, d'abandon, de rejet, venez à cet enfant intérieur et parlez-lui, vous allez vraiment vous sentir mieux et ainsi vous aurez reconnu une partie de vous qui avait besoin de réconfort. Bien sûr, ce n'est pas suffisant car il est nécessaire de travailler aussi sur votre dépendance affective et apprendre à devenir autonome pour pouvoir gérer vos sentiments désagréables. Si l'autre nous laisse ou risque de nous laisser, on se sent moins important. Est-ce normal? Ce qui est bon à retenir, c'est qu'en fait, l'autre qui est en face de nous ne fait qu'appuyer sur un bouton qui est déjà armé en nous. Alors il est temps que vous appreniez à vous aimer. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien avec moi-même. Si l'autre n'est plus là, et s'il n'est plus attentif à mes besoins, tout va s'écrouler et je perds mes repères. Non. Si je ne suis pas bien avec moi-même, comment je peux être bien avec les autres? Apprenez à vous connaître, à vous apprécier, à vous valoriser. La présence de l'autre dans notre vie n'est pas indispensable. Ça peut être un plus qui peut vous rajouter quelque chose, mais ce n'est pas un tout. Apprenez aussi à faire des activités qui vous font du bien, à créer du lien, faire des choses qui vous apportent de la complétude et de les faire seuls. Se prendre par la main et le faire soi-même et constater à quel point vous pouvez prendre de la joie et créer du bonheur et de manière autonome. Reprendre le mouvement de votre vie et se faire du bien et ne pas attendre de l'autre ce que l'on peut s'apporter soi-même. On peut tous à un moment donné ressentir de la solitude, même en étant entouré. C'est vrai que dans des périodes spécifiques comme le confinement, certaines personnes se retrouvent seules et c'est un sentiment très difficile et qui peut conduire à des sensations désagréables. Il faut savoir que la solitude est une interprétation très subjective de la personne qui la ressent. Car nous pouvons ressentir la solitude même alors que nous sommes entourés. Et inversement, nous pouvons aussi être seuls physiquement sans ressentir la solitude. Et il est possible de transformer cette solitude en une autre chose. Ça peut être un moteur, ça peut être un combat, ça peut devenir même une mission de vie. La transformer en quelque chose de plus positif, c'est possible. Et bien tout d'abord, il faut commencer par ne pas ruminer, ne pas se laisser emporter par son imaginaire et construire des scénarios catastrophes. Comme commencer à se dire, par exemple, je finirai ma vie tout seul. Ne pas focaliser justement sur cette anticipation négative. Au contraire, voyez plus loin que cette période de solitude que vous vivez. Rêvez d'un avenir différent. Vous ne soupçonnez pas combien nos croyances ont du poids sur ce que nous vivons. Si par exemple vous vous répétez que vous n'arriverez pas à faire quelque chose, vous aurez moins de chances à le réaliser, n'est-ce pas? Il y a de fortes chances que votre interprétation de cette solitude vienne majorer votre sentiment de solitude. Pourquoi certaines personnes qui vivent seules ne souffrent pas de ce sentiment de solitude, alors que d'autres
Si, alors, si nous ne sommes pas bien avec nous-mêmes, si nous ne nous aimons pas, il va être autant difficile pour nous de rester seuls. Je vous invite à identifier vos croyances négatives envers vous-même. Et puis aussi prendre conscience que ce n'est pas la réalité, c'est juste votre perception momentanée qui peut changer à n'importe quel moment. C'est peut-être le moment idéal maintenant que vous êtes éloigné du rythme du quotidien, de faire un certain travail sur soi pour se réconcilier avec soi. Et ça peut être aussi l'occasion de faire une pause sur votre rapport aux autres, qui est si indispensable. C'est peut-être l'occasion de se retrouver soi-même, d'être en présence de soi. Plus vous êtes aligné, plus vous connaissez vos valeurs, plus vous êtes résonnant ou résonnante, et plus la relation avec les autres est plus agréable. Vivez chaque moment en pleine conscience. Vous pouvez y parvenir à travers des lectures, de l'écriture, de la méditation, ou même des activités créatives qui vous apporteront du plaisir. Voyagez par la pensée. Projetez-vous dans un futur agréable, point d'espoir. Écoutez de la musique, évadez-vous et pourquoi pas, utilisez votre esprit pour explorer le monde. C'est possible. Alors, travailler à la maison sans négliger ses enfants n'est pas une tâche facile. Il n'y a pas de solution universelle car tout dépend de la configuration professionnelle ou familiale de chacun. Je vais vous apporter quelques petites stratégies pour pouvoir dépasser ça, mais vous pouvez adapter ces stratégies en fonction de votre situation familiale ou professionnelle. Alors, la première des choses qui est importante à retenir, c'est qu'il y a un temps pour tout. Du coup, vous pouvez organiser votre journée par tranche d'horaire. Le matin, si vous pouvez, par exemple, vous lever avant vos enfants, pour pouvoir avoir le temps de vous poser. Ça sera votre moment à vous pour prendre votre café ou votre thé, pour faire votre to-do list. Ainsi, vous pouvez passer la journée la tête dans le guidon. Notez les choses qui sont importantes pour vous et les trier par ordre de priorité. Et profitez également pendant ce moment-là pour répondre aux mails qui vous attendent parce que vous serez plus concentré en sachant que vos enfants sont en train de dormir encore. Essayez le maximum de remplacer les appels téléphoniques, sauf urgence, par des mails, surtout si votre travail nécessite beaucoup d'échanges. Car ça va devenir vraiment compliqué avec les enfants de trouver un espace calme pour passer ces coups de fil. J'en sais quelque chose. Pensez si nécessaire à passer vos appels téléphoniques au même moment et prenez même des rendez-vous pendant que vos enfants font la sieste. Ou vous pouvez vous organiser avec votre conjoint pour prendre le relais, tenant compte également de son planning. Alors, tout le monde à la maison H24 avec des petits-enfants, c'est le bazar. Mettez une routine de rangement avec vos enfants, sinon à la fin de la journée, ça va être la galère. Qu'ils ramassent par exemple au fur et à mesure lorsqu'ils passent d'une activité à une autre, qu'ils ramassent leurs affaires. Surtout, discutez avec vos enfants et leur expliquez comment ça va se passer. Que maman et papa doivent aussi bien travailler et s'occuper d'eux. Ainsi, ils seront plus coopératifs. Croyez-moi, les enfants comprennent, il faut juste prendre le temps de leur expliquer. Prévoir avec eux une activité le matin, une activité l'après-midi en fonction du possible. Et surtout, utiliser un minuteur pour délimiter le temps qui va servir aussi bien au rappel aux enfants parce que le minuteur, il va être comme une sorte de pouvoir extérieur. C'est-à-dire que les enfants, lorsqu'ils vont entendre le minuteur sonner, ils vont savoir que c'est le moment où papa ou maman devraient reprendre leur travail, ou c'est le moment où papa ou maman vont venir travailler, jouer ou travailler avec moi. Enfin, pour les repas, je vous propose de faire un menu de la semaine. C'est un gain de temps et d'organisation, parce que vous n'aurez plus besoin de réfléchir, vous auriez déjà établi une liste définie, mais vous pouvez aussi préparer plusieurs repas sur le même moment. Et aussi en fonction des courses que vous avez fait pendant la semaine. Le télétravail avec les enfants à bas âge demande beaucoup de concessions. Ce n'est pas une tâche facile et c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre un cadre qui répond aux besoins de chacun. C'est très important. J'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à nous en faire part. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite bon courage.